Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Nous allons revenir ensemble sur le congrès panafricain de 1921. Contrairement au précédent congrès, le congrès panafricain de 1921 ne se déroule pas uniquement dans une seule ville, il va se tenir en 3 temps de façon itinérante entre Londres, Bruxelles et Paris du 28 août au 6 septembre 1921. Les différentes délégations venues d'Afrique, des États-Unis, d'Europe et des Antilles ont pris en charge leurs frais de voyage. Ce congrès, qui a réuni une centaine de délégués, est organisé grâce aux dons envoyés aux initiateurs par des militants dans les colonies et aux États-Unis. On dit également que la gauche européenne a apporté un soutien logistique pour la tenue de ce congrès panafricain. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. La première session du congrès est tenue au Central Hall en face de l'abbaye de Westminster à Londres. Cette session est marquée par l'intervention du militant nigérian Augusto qui demande des actes concrets. C'est un congrès qui commence vraiment avec cette intervention d'Augusto qui voulait en finir avec les anciennes méthodes, c'est-à-dire discuter d'une manière philosophique sur l'avenir de l'Afrique. Il voulait des actions. Oui, effectivement, parce qu'on dit déjà... Place à l'action. Oui, place à l'action, parce que c'est la continuité, parce qu'on peut dire déjà un peu, parce que moi j'inviterais déjà même les auditeurs et chers auditeurs à venir même sur le congrès de 1919 dont on a parlé sur ça. On a vu que à travers, il y avait eu avant l'après-guerre mondiale, il y a la conférence de 1919 où on a vu qu'il y avait eu certains résultats par après, où la création pour évoluer à travers la communication, préparer aussi cette maintenant nouvelle conférence de 1921 où on voit que ça se déroule sur toi. Mais maintenant l'objectif là maintenant était plus clair, c'est-à-dire que c'était du genre on nous a pas entendu la première fois. Oui. Maintenant on est là pour qu'on puisse nous entendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire que on va encore s'imposer. Il est temps maintenant de s'imposer pour avoir des résultats concrets. Parce que là, on va voir que c'est pour ça que cette conférence elle est encore plus importante, parce qu'on va voir que même les gens qui ont des visions un peu différentes, parce qu'à travers cette conférence, il y avait aussi la participation de Marcus Garvey. On savait qu'il s'entendait pas sur une vision avec Dubois, mais on voit que même à travers ça, il y avait la participation aussi de Marcus Garvey, Dubois, etc. Même des gens avec certaines visions un peu différentes, mais qui aboutaient tous à l'intérêt des afrodescendants et de la population africaine, ils se sont mis ensemble pour trouver des solutions et avoir des résultats plus concrets. Parce qu'ils avaient compris déjà qu'il faut avoir cette unité. Je pense que le militant nigérian Augusto est le premier à tirer les leçons donc du refus de l'attribution des anciennes colonies allemandes aux Africains en 1919. Parce que c'était la demande du congrès de 1919. Augusto avance l'idée d'un plan de rachat des terres en Afrique sur le modèle de la colonisation américaine au Libéria afin de créer un nouvel État indépendant. Voilà son idée. Donc c'est vrai, c'est une proposition concrète. Oui, au fait, on dirait Augusto. D'une part, Augusto, on dirait... il était perspicace parce qu'il tire des leçons. C'est sur l'échec, le refus de 1919 qu'il construit une nouvelle réflexion. Oui, effectivement. Et déjà, c'était aussi une opportunité pour exprimer toute la colère des peuples noirs, parce que au lieu de permettre l'autodétermination des peuples colonisés, la Société des Nations aussi elle a créé un système de mandat. Oui. Donc c'est ce qui a favorisé encore la colonisation et a accentué le fait. Donc ça a empiré en fait les choses au lieu de les améliorer. Donc c'était ce congrès de 1921 était comme une réponse à cette situation avec
l'objectif de faire pression sur la Société des Nations. Et à côté de ça aussi, c'était un congrès qui était marqué par la différence entre la vision de Dubois et de Marcus Garvey. Donc c'était un congrès qui était au moment des tensions entre les deux visionnaires. Oui. Les deux visionnaires panafricains. Donc, c'est les points qui ont marqué ce congrès de 1921. Et malgré tout ça, il a eu des influences sur les mouvements noirs aussi aux États-Unis et dans les Caraïbes. Donc, je dirais que c'est un point important aussi. Donc, il va y avoir d'ailleurs à Londres, parce que la première session s'est tenue à Londres, un manifeste, je pense, Issouf. Oui, justement, parce que lors de la conférence panafricaine de 1900 à Londres, il y avait eu des manifestations. Donc les Africains se sont levés au fait pour prendre leur destin en main, parce qu'il n'y a personne qui va le faire à leur place. Donc vous l'avez dit au niveau de l'introduction, vous avez mentionné que les Africains se sont mobilisés aux quatre coins du monde pour se rendre à cette conférence avec leurs propres moyens. Oui. Et puis c'est une conférence qui a eu lieu dans des 3 localités différentes. Donc c'est vraiment, on remarque l'importance de l'engagement de ces leaders du mouvement du panafricanisme pour décider les destins de l'Afrique, des Africains. Et plusieurs points ont été discutés, notamment l'unité entre ces leaders qui ont des visions différentes. Parce que quand vous prenez Webb Dubois, Marcus Garvey, sur lesquels on avait fait Marcus Garvey n'a pas pris attention. Hein, oui, il n'était pas là. Et son absence était quand même notable. Notable, exactement. Parce que, justement, c'est l'orientation politique de Marcus Garvey. Elle va planer sur le Congrès, parce que Dubois, il a essayé de se rapprocher de la vision de Garvey, mais il prendra des coups et qui va aboutir à la scission. On va le dire à la fin, donc, je pense. Oui, justement, parce que Marcus Garvey encourageait et fait des initiatives concrètes qui vont vers les buts du panafricanisme. Parce que le panafricanisme, vous l'avez mentionné, le début, vous avez dit que c'est le fait de faire des actions concrètes. Après le congrès de 1900 et de 1921, il y avait eu des décisions, il y avait eu des propositions qui ont été faites. Donc, ça reste les actions concrètes. Et la communication, moi, je pense que c'est la meilleure. D'ailleurs, voilà. Donc, pour la communication, il va y avoir un manifeste, un document qui a été adopté donc à la fin de la session de Londres. Et donc, ce document, on l'appelle le manifeste de Londres de 1921. L'accent a été mis notamment sur la nécessité de corriger les inégalités, ou bien l'inégale répartition des richesses entre les métropoles et les colonies, ainsi que sur l'urgence de mettre, comme l'a dit tout à l'heure Mezoura, un terme au traitement différencié des travailleurs selon leur couleur de peau et de combattre la ségrégation aux États-Unis. C'était important, oui, Issouf. Et moi, je veux ajouter que concernant la communication, elle a été l'arme, moi, je pense que pendant ces moments, pour faire exploser toutes ces inégalités, tous ces racismes, toutes ces difficultés que rencontrent les Africains et les Afro-descendants. Et puis, c'est un moment où il y avait eu une évolution technologique, si je peux le dire. Parce que c'est un moment qui a vraiment marqué sur la technologie, où les moyens de communication se sont multipliés, où on ne peut plus cacher l'information, si je peux le dire. Donc, c'est un moment idéal pour la bonne conduite du mouvement du panafricanisme. En fait, pour transmettre le message qui est important. Parce que on va voir que l'importance de ce congrès qui s'est tenu à 3 endroits différents, mais on regarde, c'est qui est inspirant le plus. C'est-à-dire que vous avez parlé ça indirectement en disant Dubois, malgré qu'il avait une vision un peu différente de Marcus Garvey, il a essayé de s'aligner sur une certaine vision pour répondre à certains objectifs. Parce qu'il y a eu cette réconciliation d'une part, malgré l'absence de Marcus Garvey qui s'est prôné à travers ce congrès. Oui, il va prendre des coups parce que, alors, il prendra des coups à Bruxelles. Donc, la session de Bruxelles va s'ouvrir, je pense, le 31 août, va durer jusqu'au 2 septembre. Elle a été tenue grâce à l'assistance et au soutien des militants pacifistes et internationalistes belges, à savoir
Paul Otlet et Henri Lafontaine. Et cette session sera marquée par l'émergence donc d'un conflit entre Dubois et Blaise Diagne. En effet, selon l'historien Hamzat Boukari Yabara, au moment où Diagne ouvre le débat par un long discours, soulignant que le Congrès ne doit pas aborder la question de l'influence croissante du communisme dans les milieux anticolonialistes, la presse belge surveille et scrute les propos du délégué congolais Paul Ponda Farnana, suspecté d'être influencé par le communisme international. Ce militant, formé en Belgique, est diplômé d'agronomie et le premier Congolais diplômé d'une institution occidentale. Farnana n'est en fait qu'un militant qui ne cesse de dénoncer la brutalité du colonialisme belge, mais pas un militant communiste. À Bruxelles, le dernier débat est consacré au manifeste de Londres, débat qui va provoquer justement une scission entre les partisans de Dubois et les partisans de Diagne. Et vous savez pourquoi il y avait cette scission? C'est à cause d'un mot qui a été prononcé par Dubois. C'est la gestion commune. Quand Blaise Diagne a entendu le mot commune, il va réagir. Il va lui dire, voilà, vous nous rappelez la commune de Paris de 1871, donc vous nous rappelez les rouges, les communismes, etc. Voilà. Et c'est donc le début d'une scission entre les deux hommes qui ont marqué le congrès de 1919. Oui, effectivement. Donc, c'était un congrès qui était marqué par des toutes tensions. Ces tensions-là. Oui, et je dirais, d'un côté, c'est ce qui a affaibli temporairement l'unité du mouvement panafricain. Ouais. Mais ça reste aussi quand même, c'est que ils se rendaient compte, malgré les tensions, que en fait, ils devaient pas avoir cette division-là entre les peuples. Donc même malgré que Webb Dubois, il favorisait beaucoup plus l'intégration et l'unité entre le monde entier, mais avec l'autre vision de Marcus Garvey qui était malgré qu'il n'était pas là et que son absence était notable, mais ses visions étaient présentes en fait à sa place, donc et les peuples noirs adhéraient plus à la vision de Marcus Garvey que à la vision de Dubois. Mais je dirais que ce congrès aussi c'était un tournant important pour les mouvements panafricains, parce que il nous a appris beaucoup de leçons, et les peuples noirs aussi ils ont tiré beaucoup de points à partir de ce congrès-là. Moi, j'aime beaucoup les tensions qui ont eu lieu parce que ça marque vraiment l'importance de l'engagement de tous ces leaders pour le mouvement du panafricanisme. Oui, bien sûr. C'est vrai que les idées sont différentes, les visions sont différentes, mais on remarque vraiment que tous ces leaders se sont mobilisés pour faire la promotion du panafricanisme. On remarque les résultats parce que après chaque des notions différentes, on trouve toujours des résultats, malgré qu'ils soient différents, parce que chacun a contribué de son côté. Il y avait eu des résultats importants que Mzoura vient de noter, notamment sur l'éducation, sur l'unité africaine et sur l'économie aussi, parce que Marcus Garvey supportait beaucoup plus des idées du retour en Afrique, d'encourager des initiatives qui vont bénéficier pour le continent africain, etc. Donc c'est vraiment c'est un mouvement. Et je dirais que pourquoi ce congrès aussi a marqué beaucoup de tensions, c'est que Dubois aussi c'était dans un contexte où ils étaient déçus de tout ce qui était fait pendant le congrès de 1919. Dubois, c'est un fin politique. Oui. Il aime bien les manifestes, les textes, l'adoption du texte, le consensus, etc. Et Diagne, c'est un activiste, d'accord. C'est l'un, il est posé et l'autre, il est chaud, quoi. Ah oui, il se braque très vite. C'est comme ça. D'ailleurs, il a entendu le mot commune, il s'est braqué contre Dubois, et puis à la fin, il a refusé même l'adoption et l'inscription du manifeste de Londres. C'est-à-dire, c'était la motion qu'il fallait adopter. Diagne, il a tout fait pour que le Congrès rejette le manifeste de Londres, et ce qui a été fait. Donc le texte de Dubois n'a pas été adopté à Bruxelles.
Et puis, le conflit va s'exacerber à Paris. Donc, la 3e session du Congrès qui va se tenir, la dernière session, à Paris entre le 4 et le 5 septembre. De l'avis des observateurs, cette session entérine la rupture, justement, entre Dubois et Diane. Influencés par ce dernier, les délégués francophones antillais contestent la légitimité de Dubois à parler au nom des Afro-Américains et à soulever la question des colonies françaises. Effectivement. Voilà. Ouais. Voilà, donc le conflit devient... Ça devient, c'est le 13 maintenant, il s'est enflammé. Maintenant, on voit maintenant les résultats qui sortent de là parce que les autres prônaient ce côté indépendantiste en quelque sorte. Parce que eux, ils étaient plus sur le côté de la vision garviste, on peut le dire, où ils avaient adopté une certaine résolution, où ils avaient... Parce que quand on parle de cette action, ils étaient dans le côté plus radical en quelque sorte. Oui. Vous avez parlé qu'il y était vraiment une manifestante en quelque sorte. Elle était dans le côté où on veut arracher cette liberté et partir rentrer chez nous. Parce que si on regarde, vous avez parlé d'Augusto avec l'idée d'Augusto en disant racheter des terres. Ils étaient dans une vision où ils étaient en disant nous devons nous créer une nation. Où nous allons être indépendantistes, etc. Mais en regardant avec ça a enchaîné. Moi je dirais c'est à travers certaines blessures. Non seulement à travers le premier congrès, qui n'a pas eu des résultats escomptés, en regardant maintenant ce qui a poursuivi, etc., avec Marcus Garvey à l'époque, qui était, on peut dire, qui était un peu loué. Également. Oui, parce qu'il avait plus de... Il voulait construire à sa manière également le mouvement panafricain. Il avait déjà commencé. Mais par rapport à cette rupture, il y a des causes. Donc il y a un historien... Je vais vous citer, voilà ce qu'il a dit par rapport à la position de Blaise Diagne. Je le cite, l'influence de Clémenceau, qui a pris sa retraite de la vie politique, mais qui vient d'effectuer une tournée en Égypte, au Soudan, en Inde, puis une visite à Londres auprès du secrétaire d'État aux colonies et de l'écrivain Rudyard Kipling, continue de peser sur Diagne, qui souhaite renvoyer Dubois aux États-Unis. La main de la France est toujours là. Donc, pour manipuler un petit peu ce projet panafricain. C'est le revers de l'Afrique en réalité, parce qu'on sait toujours que... On est en 1921. Déjà en 1921. En fait, on peut dire que c'était le bon moyen pour les détourner un peu des objectifs. Parce qu'ils commencent à se battre entre eux au lieu de se focaliser sur l'objectif principal. En fait, ça a détourné même l'objectif principal du concret. Parce qu'ils se sont retrouvés à idéaliser certaines idées. En réalité, au lieu de trouver des solutions pour se battre, pour avoir des objectifs. Comme on le dit toujours, il y a toujours quelque chose qui doit enflammer. C'est comme s'il y a toujours un certain, on peut dire, kérosène qu'on doit verser pour encore enflammer la situation. Parce que les tensions existaient depuis le début. Les tensions existaient, mais moi j'aime bien Dubois parce qu'il était prudent. Il est resté surtout pragmatique. Et diplomate. Diplomate. Non, il n'a pas donné des coups. Donc il a laissé les autres le taper sans riposter parce que tenait à l'unité. Mais Blaise Diagne voulait en finir avec elle. Il voulait achever Dubois. Et il faut comprendre aussi, Blaise Diagne, il faut regarder le port de Blaise Diagne. Sa proximité avec Clémenceau. Exactement. Et Clémenceau, il était déjà, il a pris sa retraite, mais il faisait du lobbying pour l'empire colonial. À la Jack Foka. Et pour les empires coloniaux, parce que quand on voit le circuit qu'il avait effectué entre 1920 et 1921, on comprend que l'esprit colonialiste voulait survivre à la Première Guerre mondiale. Moi, je suis pour l'intégration. Je suis pour les idées de Webb Dubois. C'est pas les idées, c'est moi, quand je dis j'aime Dubois, c'est la manière avec laquelle, c'est-à-dire, il avait du tact. Oui, il faut noter que Webb Dubois, il n'a pas voulu, il a tout fait pour qu'il ne se montre pas comme un personnage qui prend la division. C'est pourquoi il n'a pas riposté. C'est ça sa force, Dubois. C'est pourquoi je dis, c'est un politique. C'est pas d'accord. Oui, il faut noter que Webb Dubois, c'est une personne qui est vraiment, c'est un grand intellectuel.
C'est une personne qui est vraiment pesante pour même, qui a presque même débuté les mouvements. Donc c'est une personne responsable qui ne peut pas riposter comme vous l'avez mentionné. Et puis c'est vrai, il faut l'intégration, mais il faut que cette intégration soit réciproque. Moi je suis pour l'intégration, mais il faut qu'elle soit réciproque. Oui, moi je dirais que non seulement c'était un conflit idéologique, mais c'était aussi une question de dire, c'était une question de vision future et de loyauté envers l'Afrique. Donc malgré que Diane il prenait d'autres idées à côté c'était la mainmise des empires coloniaux, mais aussi il y avait Webb Dubois qui a su contrôler la situation. Malgré ça n'a pas vraiment ça l'a bloqué quelque part. Ça l'a bloqué. D'ailleurs, même après, à la fin du congrès, donc le conflit entre Diane et Dubois va se poursuivre à distance. Donc même après le départ de Dubois, quand il arrive aux États-Unis, on continue à l'attaquer. Oui, ça reste une fracture. Et c'est ce congrès de 1921 a eu des répercussions, en fin de compte, néfastes, négatives, sur le panafricanisme de la fin des années 20 et des années 30. Ça a ralenti le mouvement, ça a tellement ralenti le mouvement, parce que le troisième congrès, c'est à partir de 1945, etc. On voit que ça a ralenti l'avancée. Moi, ce qui m'intéresse à travers ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on se rend compte que c'est là où le tact africain doit être plus éveillé. Dans le sens où, lorsqu'on est en train de construire quelque chose, il y aura toujours une mainmise. Mais lorsqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et avancer avec une même vision, et qu'on commence à s'équerrer entre nous, on finit par perdre plus. Parce que, en réalité, si on regarde par exemple Blaise Diagne, je parlais dans le sens où elle était députée française, donc des nationalités, mais elle était une députée française, on peut le dire. Et dans ce côté-là, on peut dire que on a su influencer d'une part pour affecter un peu les relations entre Dubois et Blaise Diagne, parce que lorsqu'il y a cet ralentissement, lorsqu'il y a un conflit entre les deux, ça n'a pas servi réellement la cause, parce que ça a ralenti la cause. En fait, c'est l'objectif principal, parce que c'est l'objectif principal de Diane, attention. Oui. Parce qu'il y a un historien qui a dit, parce que à la fin du congrès, Blaise Diagne, il a tout fait pour créer une nouvelle association, etc., des colonies, et il va s'empresser pour prendre la tête de cette association, donc panafricaine. Et ce qui m'a plu, le commentaire d'un historien, il dit, il s'est précipité pour prendre la tête pour, je cite, mieux la faire disparaître. Exactement. Donc, pour vous dire le rôle néfaste. Exactement, le rôle néfaste. C'est ça où je voulais en parler, en disant c'est le rôle néfaste. C'est pourquoi j'ai dit, donc, quel que soit, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur sa conception du panafricanisme, mais nous savons qu'il était de bonne foi. Oui. Tout au long des congrès panafricains, il était de bonne foi, parce qu'on le retrouve au congrès de 1945, et on retrouve ses disciples, Kwame Nkrumah, qui va d'ailleurs en faire un citoyen d'honneur du Ghana. Oui, exactement. Voilà. Mais moi, c'est là où ça m'intéresse, parce que si on regarde, au fait, au fur et à mesure, je pense même avec nos chers auditeurs, qu'on commence à comprendre que, au fur et à mesure, depuis les premiers congrès, on voit que c'est le même tournant qui tourne, parce qu'on a parlé même de Jacques Foccart. Si on parle, Jacques Foccart, mais il y avait des Jacques Foccart déjà. Il y avait déjà exactement, il y avait des Jacques Foccart. En fait, il y a toujours des chuchotements. En fait, ce qui tue les mouvements panafricanistes et ce qui ralentit les mouvements ça ne tue pas. Moi, j'ai dit ça ne tue pas, mais ça les ralentit. C'est les chuchotements à travers certaines personnes. C'est les empires coloniaux, attention. Pour ralentir. Et ça ralentit, mais moi, ce qui m'intéresse à travers tout ça, c'est-à-dire que lorsqu'une graine est plantée quelque part, elle finit par germer. En fait, ça finit par repousser. Ça finit par repousser. Même si ça s'est ralenti au fur du temps, mais finit par repousser. Il y a toujours ces têtes qui finissent par repousser pour continuer le combat, parce que le but et l'objectif principal, si on regarde très bien, ils se sont détournés du but et l'objectif principal. C'est devenu des querelles, ouverture d'une autre chose, etc. Pour atteindre quoi? Mais l'objectif, c'est que lorsqu'on plante quelque chose, ça finit par repousser. Oui, justement,
Moi, j'ai pensé directement à une citation de Sékou Touré qui disait que les ennemis des Africains, ce sont les Africains. Oui, ça a fragmenté quand même le mouvement. Moi, personnellement, je n'adhère pas à cette citation. Hein, donc, parce que les ennemis des Africains ont toujours été les empires coloniaux. Ils ont manipulé ça. Le drame de l'Afrique, le drame de l'Afrique, c'est la colonisation et le néocolonialisme, je pense. C'est ma position. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que tous les mouvements et tous les impacts politiques qu'on voulait avoir après ce congrès, c'était affaibli et ça a fragmenté le mouvement à l'échelle mondiale. Bien sûr. C'est... Parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la bonne foi de Dubois, j'ai pas parlé de la mauvaise foi de Blaise Diagne. Peut-être qu'elle avait ses raisons. On ne peut pas, il faut jamais juger les gens. Mais nous savons que Dubois avait de bonnes intentions dans le processus de la construction du panafricanisme. Pour Diagne, il agissait peut-être pour le compte de... Oui, mais quelque part, la lecture qu'on pourra pour satisfaire l'agenda d'une tierce personne. Oui. Et moi, à travers tout ça, c'est là où moi, j'en tire une leçon qui me touche à cœur. C'est-à-dire que en tant qu'Africain ou Afro-descendant, en fait, tout seul, on va plus vite, c'est vrai. Tu peux faire beaucoup de choses, mais ensemble, on va plus loin. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier. Samuel Akizimana et Abdullah Issouf. À la prochaine fois sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.